Madame, Monsieur, merci d'être avec nous sur Gabon 24. Un nouveau plateau spécial pour vous préciser encore ces mesures présidentielles. Oui, car depuis l'apparition du Covid-19 au Gabon, les autorités ont pris une batterie de mesures. Le 3 avril, le chef de l'État, Ali Bongo, a égrené la liste de ces mesures. Parmi elles, le pouvoir d'achat des travailleurs qui sera préservé par la mise en place d'une allocation de chômage technique. Vous percevrez entre 50 et 70% de votre salaire brut mensuel hors prime pour les faibles revenus compris, notamment entre 80 000 francs CFA et 150 000. Ils seront intégralement maintenus. Tout cela et bien plus encore vous sera précisé par notre invitée, Madame la ministre du Travail, Madame Madeleine Baird. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 parce qu'au quartier, je vous assure, il y a beaucoup de choses qui se disent. Commencez dans un premier temps par nous parler de ce chômage technique. Qui est concerné et pourquoi? Très bien, d'accord. Et il faut d'abord déjà exprimer que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'état d'urgence qui a été décrété. Ce sont des mesures exceptionnelles qui sont liées à une crise sanitaire et à la limitation des flux de personnes. Donc, dans ce cadre, au niveau du ministère du Travail, nous avons adopté un certain nombre de décrets pour rendre effectives les mesures prises par le chef de l'État, et parmi lesquels nous avons fixé un taux pour le versement d'une allocation de chômage technique. L'objectif du gouvernement dans ce débat est de maintenir les emplois et de limiter au maximum les licenciements massifs pendant cette période de crise. Alors, vous êtes un employeur, vous avez un impact sur votre entreprise, vous êtes obligé de la fermer, vous êtes obligé de faire une demande d'avis de chômage technique, tel que le prescrit le Code du travail. Et dans ce cadre, vous avez, nous, au niveau du gouvernement, l'obligation, on vous fait obligation de maintenir une allocation de chômage technique entre 50 et 70% du salaire brut. Qu'entendons-nous par salaire brut hors indemnité? Il s'agit bien évidemment du salaire imposable, bien évidemment. Et à ce moment-là, dès lors que le chômage technique est un cas de suspension du contrat de travail, il va de soi que toutes les primes qui sont liées à l'exécution en elle-même du travail, comme prime de chantier, ou une prime de salissure, une prime de représentation, une prime de transport, etc., ces remboursements de frais professionnels ou alors ces primes qui représentent justement l'exécution sont bien évidemment exclus de l'assiette de calcul de cette rémunération de chômage technique. D'accord. Donc, quand vous parlez de chômage technique, ne sont véritablement concernées que les personnes ayant un contrat avec l'entreprise. Bien sûr. D'accord. Mais que deviennent ces personnes qui étaient considérées comme des journaliers, qui venaient donc pour juste une tâche bien précise, qui était par exemple rémunérée à 5 000, 6 000 jours? Que deviennent ces personnes qui sont pour la plupart des diplômés sans emploi ou même des personnes qui ne sont pas diplômées mais avec une force de travail? Que deviennent ces personnes, Madame la ministre? C'est une question pertinente parce que ces personnes n'étant pas effectivement dans les payrolls des entreprises, parce qu'elles sont payées à la tâche, donc elles ne sont pas mensualisées. Elles n'ont pas un bulletin de salaire. L'édition d'un bulletin de salaire, c'est pour un salaire sur un mois. Donc ces personnes, elles les exécutent. Ce sont tous ceux qui sont dans la manutention, qui déchargent. Bon, pour l'instant, la plupart de ce qui est personnel affecté à la manutention est maintenu, puisque nous avons maintenu justement la manutention alimentaire, la manutention de marchandises, etc. Donc ces personnes ne sont pas impactées totalement. Donc, elles continuent de travailler. Elles devraient, normal, puisqu'il y a des conteneurs à dépoter, il y a du travail sur le port, parce que, évidemment, les conteneurs d'aliments et de denrées de vivres sont là. Donc, pour l'instant, ce sont ces secteurs-là, on parle des dockers, on parle de la manutention, de déchargement, ce sont ces personnes-là qui sont en général impactées, mais pour l'heure, je pense que ces effets sont atténués puisque ces activités sont dites essentielles. D'accord, mais je parle de ce monsieur qui est maçon. Je parle de l'ouvrier qui, malheureusement, ne vivait que de cette tâche, mais vu que les activités sont en baisse, donc il n'y a pas beaucoup de construction en ce moment, puisque les magasins qui vendent ces produits ne sont pas fonctionnels. Madame le ministre,
Qu'est-ce qui est fait pour ces gens-là qui n'avaient malheureusement que cette aide-là? Ils sont aides-maçons, aides-charpentiers, aides... Voilà. Qui est fait concrètement pour ces personnes? Donc pour ces personnes-là, ce vivier de personnes, on a prévu effectivement justement le fonds de solidarité. C'est une question qui est justement à l'examen de mon collègue, le ministre de l'Économie, pour essayer de voir dans cette catégorie des salaires de 80 000 à 150 000, c'est justement ces personnes-là qui peuvent être effectivement être prises en charge par ce fonds. D'ailleurs, ça sera l'occasion pour nous de les formaliser et puis effectivement de les mener vers la vertu de la formalisation. Mais bien évidemment, on a essayé de trouver des réponses à tous les segments et cette catégorie-là, normalement, est en examen auprès de mon collègue ou le ministre de l'Économie et des Finances qui va examiner leur éligibilité au fonds de solidarité, mais pour l'instant, les choses sont encore en examen. Revenons à cette problématique de chômage technique. Qui sont les entreprises concernées par le chômage technique? Vous avez parlé de personnes concernées, oui. Vous avez dit qu'il y a des choses qui sont faites. Mais qui véritablement est concerné par cette mesure? Ce sont les entreprises dont les mesures ont imposer la fermeture de l'entreprise. Je parle des écoles, je parle des écoles privées, je parle des restaurateurs, je parle de toutes ces des hôtels. Des hôtels qui, bien évidemment, sont confrontés à la fermeture de l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas que le chômage technique en soi, parce qu'il faut avoir à l'esprit que le chômage technique, c'est la suspension du contrat. C'est-à-dire qu'on va geler l'exécution. Nous, le gouvernement, nous avons demandé aux entreprises de privilégier les autres mécanismes de flexibilité de l'emploi. Pourquoi? Parce que nous avons pris un décret dans ce sens. Qui sont? Le télétravail, le travail par rotation, la réduction du temps de travail, le temps partiel, le paiement des heures de récupération des heures perdues, la mise en congé des payés. Nous avons essayé au maximum d'inviter les entreprises à maintenir les emplois, à maintenir les salaires. Maintenant, vous n'avez pas la possibilité, parce que votre entreprise ne dispose pas justement d'un besoin de télétravail, à ce moment-là, vous pouvez mettre en chômage technique. Mais dans ce cas, la suspension du contrat va entraîner le maintien exceptionnel d'une allocation de chômage technique de 50 à 70 %. D'accord, du salaire brut, il faut le préciser. Non, si vous êtes en télétravail, on vous maintient votre rémunération. Si vous êtes en travail à taux réduit, vous êtes payé au prorata des heures travaillées. Mais dans tous les cas, nous avons demandé aux entreprises de limiter au maximum les flux de personnel et de privilégier le travail à distance. Mais pour ces entreprises qui sont gabonais, je parle d'un centre d'appel, par exemple, au quartier où le monsieur a 2 téléphones, ça sert à aider les populations des alentours qui n'ont pas de portable dans les zones les plus reculées. Qu'est-ce qui est fait? Y a-t-il quelque chose de prévu ou bien eux également sont éligibles au fonds de solidarité qui est en examen? Ces petites PME-là qui ne sont pas formalisées au demeurant, parce qu'il faut expliquer qu'elles ne sont pas du tout formalisées. La plupart, nous avons un taux très élevé d'informels, mais qui participent à la vie du tissu économique. Eh bien, on a justement prévu un certain nombre de mesures. Par exemple, pour les services à la personne du taux emploi, il y a 50 % de réduction de l'impôt synthétique libératoire. On a prévu 50 % de réduction du paiement de la patente, mais pas que. On va essayer de voir... Service à la personne. Qu'entendez-vous par service à la personne? Celui qui est en auto-emploi, celui qui est cailleur, celui qui est chargeur, celui qui... la petite coiffeuse qui est toute seule, qui fait ses tresses. En fait, tous ces petits services-là, ils sont impactés puisqu'on a décidé, notamment dans le Grand Libreville, de fermer tout. Donc, ces personnes se retrouvent vraiment sans revenu. Bon, si elles ont la patente, ces personnes, elles bénéficient d'une réduction de paiement de la patente. Si elles payent leur impôt synthétique libératoire, l'équivalent de l'impôt sur le revenu pour ces personnes-là, elles ont une réduction. Mais il faut avoir à l'esprit que concrètement, sur le terrain, on a quand même des difficultés parce qu'elles n'ont plus finalement de subsides. Bon, à ce moment-là, justement, le ministre de l'Économie et des Finances va justement voir comment les recevoir et comment essayer de trouver des mesures de compensation, de perte des revenus. La période où ils seront reçus et aujourd'hui, que doivent-ils faire? Quelle doit être leur démarche concrètement? Oui, ils vont en fait... Qu'ils se rapprochent du ministère de l'Économie, bien évidemment. Il y a un guichet dédié à cet effet, tout comme les entreprises dont le maintien des allocations et de chômage technique a été indiqué. L'État a quand même accompagné
les banques à travers un soutien avec la BAC pour permettre justement de faciliter la trésorerie et donc de refinancer leurs besoins en trésorerie pour maintenir ces salaires. D'accord. On a l'impression que tout est électronique en ce moment, mais que ça ne marche pas. Les entreprises disent, il y en a qui essaient, réessaient, ça ne marche pas. Quels sont aujourd'hui les sites qui fonctionnent correctement pour ces entreprises? Écoutez, nous avons exprimé à tous les inspecteurs du ressort de pouvoir recenser, parce que de toute façon, nous ne faisons qu'appliquer la disposition du Code du travail. Le chômage technique ne peut pas être de manière automatique et isolée mis en œuvre par un employeur. Et puis, nous, au niveau du gouvernement, nous avons besoin d'avoir justement l'impact des mesures prises par le gouvernement sur les emplois. Donc, cette procédure de demande d'avis qui est faite traditionnellement, elle peut être faite par voie électronique, elle peut être faite par voie de dépôt. Si c'est à Port-Gentil, il va à Port-Gentil déposer son dossier. Si c'est à Libreville, il fait la même démarche. Donc, pour l'instant, nous avons commencé. Et puis ensuite, une fois que ce dossier est déposé, nous demandons à l'entreprise de nous indiquer les effectifs, les personnels concernés, les salaires versés. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un abus du recours. Parce qu'à peine le chef de l'État avait-il annoncé cette mesure que toutes les entreprises, alors avant même que le chef de l'État n'ait décliné ces mesures, nous avons eu une affluence de demandes de chômage technique de manière spontanée par les entreprises, au fallacieux prétexte que on était en crise. Très bien, on est en crise, mais on doit quand même encadrer tout ça. On doit protéger les emplois. On ne doit pas aussi profiter de l'opportunité de cette crise pour fragiliser les emplois et fragiliser l'environnement de travail. Nous sommes là, dans un cadre de force majeure. Le gouvernement va accompagner les entreprises et c'est ce qui nous attelons à faire. Nous avons également la responsabilité de garantir le maintien des emplois. Quel plan de régulation avez-vous mis en place pour organiser le télétravail, qui est un fait nouveau dans le pays? Généralement, le télétravail, c'est pour le cadre ou l'agent de maîtrise. Ce n'est pas pour le personnel d'exécution sur le site, chantier, etc. Donc, on ne peut pas conduire en étant à la maison. C'est quand même circonscrit dans l'exécution d'un certain nombre de tâches. Je vous donnerai l'exemple dans le secteur privé. Le télétravail, les entreprises ont été appelées, tous les personnels qui sont affectés à des fonctions administratives sont appelés à faire du télétravail. D'accord. Depuis la mise en place de ce mécanisme de télétravail, quels sont les secteurs qui jusque-là s'en sortent mieux? Est-ce que vous avez une visibilité? On a pris un décret lors du dernier Conseil des ministres qui définit et fixe le cadre de ce qu'on appelle les services essentiels. Les personnels essentiels. Alors, les services essentiels dans le secteur public, ce sont les services qui doivent garantir un fonctionnement régulier, ininterrompu de l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des services comme la santé, il y a des services comme les forces de sécurité et de défense, il y a des services comme l'économie. Comme l'économie, les régies financières, il y a des services comme le commerce, la direction des stocks, il y a des services comme le ministère du Travail, le chômage technique, il y a le Parlement, il y a certaines institutions qui sont nécessaires au maintien du fonctionnement régulier et énervé. Ensuite, une fois qu'on a défini ça dans le secteur public, on va dire qui est personnel essentiel dans ce secteur public. D'accord. Il s'agit des personnes qui ont des responsabilités, les secrétaires généraux, les directeurs généraux. Et pour essayer de garantir la fluidité, la limitation, le chef du gouvernement a instruit que l'administration ne travaillerait par exemple que 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, avec une durée de travail qui pourrait aller de 7h30 à 14h30. Mais nous privilégions en premier lieu, avant le déplacement du personnel, uniquement le télétravail. S'il y a une urgence, s'il y a un parapheur urgent qui arrive, nous l'examinons. Comme moi, j'ai reçu un parapheur sur le BIT, je l'examine. Mon directeur général me l'a transmis par WhatsApp. Nous travaillons et nous rédigeons pas. Nous essayons au maximum de limiter les déplacements entre le personnel. Ensuite, après ça, nous avons limité les personnels des cabinets ministériels à 5. Nous avons également limité les personnels des administrations non essentielles à 10. Donc, je peux dire, pour l'exécution de cette tâche précise, je dis au directeur général de la fonction publique, vous venez, vous procédez au traitement du dossier. Une fois que cette tâche est terminée, vous renvoyez les gens. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire de confinement, c'est une interprétation restrictive. On ne peut pas avoir un laissez-passer et se balader. À combien d'heures évaluez-vous la durée de travail d'une équipe
dans l'administration Écoutez, aujourd'hui? en ce qui concerne mon service du chômage technique, bon, bien évidemment, ils sont astreints. Donc, eux, ils sont considérés comme service essentiel. Ils travaillent normalement, dans la limite. Mais en ce qui concerne les administrations non essentielles, il appartient aux secrétaires généraux de définir quelles sont les tâches. C'est le secrétaire général qui est le responsable d'un service départemental administratif. C'est à lui de réguler le travail avec ses directeurs généraux et indiquer quelles sont les tâches qui sont incompressibles et qu'il doit y avoir. Le principe, c'est le confinement. L'exception, c'est le déplacement pour l'exécution d'une tâche précise et ensuite on voit. Ça, c'est l'administration. Maintenant, en ce qui concerne le secteur privé et parapublic, nous avons également pris le soin de définir ce qu'il fallait entendre par service essentiel. Il s'agit des services essentiels qui garantissent le tissu économique et social pour les besoins vitaux de la nation. C'est-à-dire la santé, la pharmacie, les pompes funèbres, l'alimentaire, le contrôle sanitaire, la téléphonie, l'eau et l'électricité, effectivement élargi ces services essentiels aux besoins économiques, c'est-à-dire ce qui est besoin et exécution pétrolière, travaux sur les sites pétroliers, travaux sur les sites miniers, sur les sites forestiers, pour garantir effectivement le maintien des finances publiques de l'État. Donc nous avons effectivement dit, mais nous insistons sur le fait, et nous attirons l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de dérogation large, c'est limité. Il est important pour les entreprises de limiter. Maintenant, une fois qu'on a défini les services essentiels, qui est personnel essentiel dans ces entreprises? Évidemment, celui qui fait la paye, celui qui est financier, celui qui est le directeur technique, celui qui est dans la logistique, celui qui est dans l'approvisionnement, celui qui est dans le service lié à ça, dans l'organigramme. Vous avez dans l'organigramme les services administratifs qui ne sont plus du tout concernés, à l'exception. Donc, nous appelons à la responsabilité collective des entreprises et de l'administration afin qu'elles respectent un maximum les consignes de limitation des flux de personnel et que les dépassés ne soient délivrés qu'aux personnes dont la présence est exclusivement indispensable à l'administration ou à l'entreprise. À défaut, nous privilégions le télétravail. C'est important. Maintenant, dans ce contexte de services essentiels et de personnel essentiel, qui est des placements professionnels essentiels, c'est celui qui va exécuter la tâche de travail. Parce que dans les déplacements essentiels, vous avez les déplacements pour l'eau, pour l'alimentaire, qui est une autre forme de déplacement essentiel. D'accord. Et là, on parle de l'administration. Là, je parle de l'administration parce que nous avons observé que certains agents et certains travailleurs pensent que le laissez-passer qui leur a été donné pour aller au travail, exécuter une mission, sert à faire autre chose. Sert à faire autre chose. Donc, il est important pour que les populations le comprennent bien. Il y a une situation d'urgence, il y a une situation exceptionnelle. On n'est pas dans un environnement normal. Même si vous êtes service essentiel, vous limitez. Si vous aviez 100, ben vous pouvez en mettre 20, vous devez garantir uniquement le service minimum normal pour avoir accès à quelque chose. Qui permet le fonctionnement et de votre entreprise et de l'administration. Et ça, c'est extrêmement important. L'administration non essentielle n'a pas besoin d'ouvrir ses bureaux de manière permanente. On n'y va que pour les besoins des tâches à exécuter. Donc, il y a un service minimum qui peut être là, mais la responsabilité collective nous invite à respecter au maximum les mesures de restriction de venir y aller. Est-ce qu'il y aura un maintien de ces mesures barrières-là après la Covid-19? Parce que je vous assure, depuis l'apparition du Covid-19, et les équipes l'ont vérifié, il y a de moins en moins de personnes qui s'agglutinent autour d'un guichet, etc. Est-ce que ces mesures seront poursuivies, sinon maintenues après la maladie? Oui, c'est une vertu qu'il faut garder à l'esprit. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous voyez, même dans les pays, espère que très vite. Très vite, mais même dans le déconfinement, le maintien des gestes barrières est indispensable. Je pense aussi que ça participe aussi d'une éducation collective, de prévention et de précaution. Nous devons avoir à l'esprit que tout peut arriver à tout moment. Donc, l'objectif, et nous, dans le secteur, en tant que ministre du Travail, je rappelle quand même aux entreprises qu'elles ont l'obligation de respecter ces gestes barrières. Elles ont l'obligation de mettre en place tous les mécanismes de prévention, surtout les entreprises qui maintiennent leurs activités essentielles. C'est important de le mettre. C'est même une responsabilité
c'est impérieux, quoi. D'accord. Ça ne suscite pas de discussion. Mhm. Je pense que les entreprises doivent montrer l'exemple, elles doivent être citoyennes, elles doivent être responsables, appeler au respect, appeler leurs travailleurs à se déplacer uniquement pour les besoins du déplacement aller et au travail, et En non cas de pas, nécessité. voilà, et non pas profiter de cette opportunité à la fois pour mettre dans les entreprises des noms qui ne sont pas des travailleurs de l'entreprise. Ce sont les choses qu'on a vues et qu'on a vues. Là, Il faut une certaine responsabilité. Voilà, l'opportunité nous est donnée d'interpeller directement les ministres de l'Intérieur, ministre d'État de l'Intérieur et de la Défense, pour que les forces de sécurité veillent au grain. Parce que ce qui a été constaté également par les équipes, c'est qu'il y a des personnes qui photocopiaient les laissez-passer pour essayer de circuler dans la ville. Donc les forces de sécurité et de défense doivent être un peu plus regardantes. Madame le ministre, au sujet du moratoire, on en parle, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Internet vous concernant le ministère dont vous avez la charge. Au sujet du moratoire sur les crédits, les fonctionnaires sont-ils les seuls concernés? De toute façon, les fonctionnaires, ils sont dans une situation qui est confortable. Nous n'avons pas coupé les salaires des fonctionnaires. Ils Donc les perçoivent intégralement. Donc le fonctionnaire aujourd'hui doit garder la pleine charge de ses charges habituelles. Le fonctionnaire, son salaire a été maintenu. Donc qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. D'accord. Donc lui, il n'est pas justement confronté à ces conséquences négatives des décisions que nous avons prises. Lui, il a le confort de son salaire. Et d'ailleurs, même dans le secteur privé, nous avons un maxima demandé aux entreprises de maintenir ce pouvoir d'achat. Parce que, bien évidemment, il est essentiel que pendant cette période de crise, on ne puisse pas précariser davantage les travailleurs ni les agents. Donc, aujourd'hui, le moratoire dont il est question, ce moratoire, des entreprises, elles qui ont des dettes vis-à-vis des banques, elles vont avoir un report de remboursement pendant cette période difficile parce qu'on soulage au maximum leur trésorerie pour maintenir justement la possibilité pour les trésoriers de privilégier les maintiens des salaires pendant cette période de difficulté. Madame le ministre, vous étiez en pleine réforme avant l'apparition de la Covid-19. On ne pourra pas vous laisser partir sans vous demander comment assurez-vous la continuité des services, comment assurez-vous la continuité justement de cette réforme qui a fait, on le rappelle, couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de quelle? J'en ai plein. La réforme du travail, la réforme du travail, du recensement. Le recensement, toutes ces réformes en cours qui, on suppose, sont entre guillemets, vont être retardées justement à cause de l'apparition de cette maladie. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? En ce qui concerne la réforme du travail, le dossier est en examen au BIT, donc nous continuons à travailler par télétravail. Bien évidemment, Covid a eu des effets assez négatifs sur les organisations de travailleurs, puisque vous voyez bien que ça va impacter le 1er mai, la journée du travail. Nous essayons au maximum, et je suis en train de réfléchir avec mes équipes pour maintenir un minimum de dialogue social avec les confédérations, ne serait-ce que par visio ou bien par message. Ah, vous maintenez quand même le... J'essaye, oui, j'essaye. J'étais en réunion ce matin avec mes équipes. Nous avons organisé ça pour pouvoir justement... Est-ce que les personnes concernées ou les syndicats concernés sont au courant de votre démarche actuellement ou vous profitez de cette tribune? Je profite de cette tribune pour leur dire que je pense à cette notion de dialogue afin de discuter toujours et maintenir et avoir leur contribution sur leurs propositions. Il est évident qu'il nous est difficile de faire des réunions parce que on est limité à 10 et nous devons montrer cet exemple. Très bien. Mais maintenant, ce qui concerne la réforme du recensement biométrique, bien évidemment, elle est un peu suspendue parce que les régularisations exigeaient que les personnes aillent sur un site. Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'examiner la faisabilité de ces réformes, tout en étant dans le respect des flux de personnes, etc. Donc la santé prime d'abord, mais les réformes restent toujours d'actualité. Très bien. Madame le ministre, nous sommes malheureusement arrivés. Vous avez vu, 26 minutes ne suffisent pas pour refaire le monde. Nous, ici, nous avons choisi de vous laisser parler pour que vous puissiez expliquer aux personnes concernées. Les personnes concernées par votre intervention sont les travailleurs et les entreprises. Un mot à l'endroit de ces personnes qui vous regardent, qui n'ont pas compris. Y a-t-il un numéro vert? Y a-t-il un site vers lequel il faut aller pour avoir la bonne information? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Sur le chômage technique, il y a une adresse électronique pour pouvoir permettre aux entreprises de déposer leurs demandes d'avis en ce qui concerne le chômage technique. Nous n'avons pas de numéro vert parce que la plupart des demandes, ce sont des demandes de compensation qui, elles, sont examinées au niveau du ministère de l'Économie et des Finances parce que c'est le pendant.
En ce qui concerne maintenant les services essentiels, ben, nous allons communiquer, nous allons amplifier la communication et j'en appelle encore une fois à la responsabilité des chefs d'entreprise et des responsables d'administration pour limiter. Pour un ministère non essentiel, vous avez droit à 10 fonctionnaires qui sont d'astreinte. Mais ces 10 fonctionnaires ne doivent pas être tous les jours à l'administration. Ils ne viennent que s'il y a une exécution d'une tâche. En ce qui concerne les ministères, les cabinets, on est 5. 5 plus le ministre pour permettre de suivre. Donc, le fin mot qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la responsabilité collective de respecter ces mesures de confinement. Ce n'est pas de la... On a l'impression que c'est une faculté. Non, c'est une urgence sanitaire qu'il faut respecter et les entreprises doivent aussi bien respecter et être regardants. Il ne faut pas donner des autorisations à tout le monde. Les autorisations doivent donner à des responsables dont la présence effective en entreprise est nécessaire. Notamment, je donne cet exemple, pour faire les salaires à la fin du mois, pour les allocations de chômage technique ou pour ceux qui sont en télétravail. Il faut bien que le directeur général ou le directeur des ressources humaines aille en entreprise pour faire la paye. Donc, une fois qu'il a fini la paye, il rentre à la maison. Il respecte le confinement professionnel. Merci. Merci beaucoup à vous. À l'endroit également de ces entreprises qui n'ont pas compris qu'en période de crise, il faut réadapter. Donc, il ne faut pas virer tout le monde. Il ne faut pas renvoyer tout le monde à la maison parce qu'on n'a peut-être plus les moyens. Et là, je parle des commerces, des entreprises essentielles, comme vous l'avez dit plus tôt. À l'endroit de ces entreprises également dont certains travailleurs se plaignent d'abus. Qu'est-ce que vous dites, Madame le ministre? Des abus de l'ordre de j'ai été remercié, on m'a demandé d'attendre à la maison, mais jusqu'ici, je n'ai rien perçu. À ces entreprises-là, à ces chefs d'entreprise, quel est votre message? À ces chefs d'entreprise, je leur demande de respecter, de ne pas précariser, de ne pas licencier. Il y a des mesures qui ont été prises de sauvegarde des emplois, qu'elles se rapprochent du ministère du Travail. Et il y a effectivement, pour les entreprises qui ne sont pas formelles, qui sont petites issues de TPE, PME, il y a des réflexions actuellement en cours au niveau du ministère de l'Économie et des Finances pour accompagner. Mais nous demandons au maximum à tout le monde de faire l'effort, de ne pas renvoyer, de ne pas faire des démissions, de ne pas résilier les contrats pour l'exécution d'un ouvrage, de ne pas résilier les CDD, sauf s'ils sont arrivés à échéance, de ne pas profiter de cette force majeure pour finalement faire le grand ménage dans son entreprise. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, la situation que nous vivons actuelle est exceptionnelle. Nous demandons aux entreprises de respecter les droits des travailleurs. Et nous, le gouvernement, nous disons aux entreprises que des mécanismes ont été mis en place pour les accompagner. Et nous espérons qu'ensemble, nous serons tous solidaires pour justement ne pas augmenter la détresse des personnels et des populations et de ne pas... c'est vraiment ce message que je souhaitais faire passer et cette responsabilité collective au sein de notre administration, cette responsabilité collective au sein des entreprises, c'est l'occasion pour ces entreprises qui ne sont pas formalisées de se rapprocher, de se formaliser et justement voir les vertus de la formalisation. Parce que celui qui est formalisé, il bénéficie d'un accompagnement. Parce que l'État accompagne avec quoi? L'État accompagne avec les recettes. Les recettes, c'est qui? C'est celui qui paye les impôts. Donc, il faut effectivement qu'il y ait ce raisonnement. Et cette prise de conscience. Et cette prise de conscience dans cette période de crise où nous avons besoin de limiter cette propagation virus. Du virus et surtout de la Covid-19. Oui, cette maladie qui malheureusement gagne du terrain un peu partout dans le monde. On parle de 40 000 cas, plus de 40 000 cas aux États-Unis. Cela fait froid dans le dos. Nous n'en sommes pas là et nous ne souhaitons pas en arriver là. C'est pourquoi il faut respecter les mesures barrières édictées par l'OMS, les mesures prises également par les autorités gabonaises. Tout s'est éternué dans le creux du coude. Vous le savez, c'est une mesure essentielle. Si vous avez de l'eau et ce n'est pas un choix, vous avez de l'eau, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Vous n'avez pas d'eau. Il y a la solution hydroalcoolique. Donc cette solution vous permet de garder les mains propres et de ne pas toucher des zones souillées. Si vous les avez touchées, s'il vous plaît, nettoyez-vous les mains. Voilà qui est dit. On rappelle le 14-10 en cas de symptômes. Ne l'oubliez surtout pas. Merci Madame le ministre d'être passée sur le plateau de Gabon 24. Ce sont des plateaux spéciaux de précision, d'où l'importance pour la ministre de
bien expliquer les choses et c'est ce qui a été fait durant les 26 dernières minutes. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24.